Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynécos où nous accueillons le docteur Geoffroy Robin, gynécologue médical au CHRU de Lille, MCUPH en médecine de la reproduction et également secrétaire général du CNGOF pour la gynécologie médicale. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception de la femme obèse. Bonjour Dr Robin, on se rencontre aujourd'hui pour parler obésité et contraception. On sait à l'heure actuelle que l'obésité en France touche plus de 15% des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la contraception chez les femmes obèses est-elle un réel enjeu ? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette émission. Alors effectivement, la contraception des femmes obèses est un véritable enjeu sur le plan médical parce que on a des données qui montrent, notamment en France, c'est une belle étude de Nathalie Bajos qui a été publiée il y a quelques années, que les patientes obèses vont avoir une activité sexuelle qui va être tout à fait comparable aux femmes qui n'ont pas de problème d'obésité, mais que en revanche, elles seront exposées à 4 fois plus de grossesses non prévues et 3 fois plus, elles auront recours 3 fois plus à une IVG que les femmes de poids dit normal. Donc effectivement, ça montre bien qu'il y a un recours à la contraception qui est plus faible. Et ça a été très très bien démontré également dans cette étude sociologique de Nathalie Bajos, où ils avaient montré que les patientes utilisaient 4 à 6 fois moins les contraceptions orales que les femmes de poids normal, qu'elles utilisaient volontiers des contraceptions naturelles comme la contraception du retrait, qui est une contraception qui ne marche pas. Et donc, effectivement, il y a un vrai besoin de pouvoir accompagner ces femmes de façon bienveillante dans le choix d'une contraception efficace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les risques de la contraception chez les femmes obèses ? Les risques sont assez faibles. Si on prend la contraception progestative seule ou les dispositifs intra-utérins, ce qu'on appelait avant les stérilés, on sait que ces méthodes-là peuvent être utilisées de façon large chez les patientes obèses, sans aucun risque de complications et avec une très bonne efficacité. Là où il y a un petit peu plus, où c'est un petit peu plus délicat, c'est pour toutes les contraceptions dites œstroprogestatives, puisqu'on sait que ces contraceptions exposent à une augmentation du risque cardiovasculaire et notamment à une augmentation du risque d'accident thromboembolique veineux et d'accident thrombotique artériel. Et effectivement, l'obésité est également un facteur de risque de thrombose artérielle et d'accident thromboembolique veineux. Et de ce fait, l'association d'une obésité et de la prise d'une pilule ou d'une autre contraception œstroprogestative peut augmenter, on va dire, amplifier encore plus ce risque-là. Alors, ce qui a été montré, c'est que chez une patiente qui est obèse, qui a une obésité dite modérée, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle entre 30 et 35 kg par mètre carré, et que cette patiente a moins de 35 ans et n'a aucun autre facteur de risque artériel ou veineux, dans ce contexte-là, on peut tout à fait proposer des œstroprogestatifs aux patientes qui souffrent d'obésité. Mais en revanche, si jamais il y a un autre facteur de risque vasculaire associé, y compris un âge supérieur à 35 ans, là, la contraception œstroprogestative ne doit pas être proposée chez ces patientes. On est sur une approche qui va être complètement binaire, c'est-à-dire, c'est un peu, je ne sais pas si vous aviez vu dans les RPC contraception, c'est-à-dire qu'en gros, une patiente, elle a une obésité et elle est vraiment, on va dire, nickel chrome sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire moins de 35 ans, pas d'hypertension artérielle, pas de dyslipidémie, pas de migraine, même sans aura, pas de problématiques de tabagisme. Et donc, c'est une obèse, entre guillemets, parfaite sur le plan vasculaire. Elle, on va pouvoir lui proposer les contraceptions qui ne sont pas un risque, bien sûr, mais éventuellement aussi les œstroprogestatifs si on estime qu'il y a un bénéfice secondaire pour traiter, par exemple, une endométriose associée, une hyperandrogénie associée ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment facteur de risque présent ou absent. On n'évalue pas l'importance de ce facteur de risque. Pourquoi ? Parce que comme elles ont déjà l'obésité qui à lui seul est un facteur de risque, en fait, si elles prennent en plus un œstroprogestatif, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un quelconque autre facteur de risque associé. Et donc en pratique, quelle contraception vous proposez à ces femmes obèses ? Alors globalement, c'est vrai que dans mon expérience, les contraceptions
progestatives. Par exemple, les micropilules par voie orale fonctionnent très très bien. Pendant un moment, il avait été évoqué que peut-être les contraceptions orales étaient moins efficaces chez les patientes obèses. Aujourd'hui, les dernières méta-analyses confirment qu'elles sont tout aussi efficaces que chez les femmes de poids normal. Donc, ces contraceptions orales peuvent tout à fait être utilisées sans aucune arrière-pensée et a fortiori lorsqu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires. On peut proposer éventuellement l'implant progestatif qui fonctionne également très, très bien. Et puis, bien sûr, les contraceptions intra-utérines sont tout à fait adaptées. Et là, je voudrais tordre le cou à une idée que j'entends parfois en consultation de la part des patientes, parfois même venant de certains médecins ou de médecins nutritionnistes. Il y a des patientes qui viennent dans des situations d'obésité assez importantes et qui souhaiteraient en fait pouvoir bénéficier d'une contraception intra-utérine. Eh bien, ces patientes-là, en fait, ont peur que si elles se mettent à maigrir ou qu'elles bénéficient d'une chirurgie bariatrique, eh bien qu'elles expulsent le stérilet en maigrissant. Eh bien, faut les rassurer parce qu'il n'y a absolument aucun risque. Ça n'a jamais été prouvé et au contraire, la contraception intra-utérine est une excellente option, notamment chez les patientes qui ont des obésités sévères et qui souhaitent bénéficier d'une chirurgie bariatrique. D'accord, donc en cas de chirurgie bariatrique, quelle contraception privilégier ? Donc, pour les femmes qui vont bénéficier de ce type de chirurgie, très souvent, les équipes de nutrition médico-chirurgicale nous demandent de voir ces patientes pour discuter avec elles d'une contraception. Et cette contraception, elle est super importante et il faut qu'elle soit très efficace parce que, effectivement, dans l'année qui va suivre la chirurgie bariatrique, la survenue d'une grossesse est fortement déconseillée. Le délai minimum recommandé est de 1 an. Il y a un groupe français qui s'appelle Bariamat, qui a émis des recommandations justement, et c'est donc minimum 1 an avant de démarrer une grossesse. Et puis, bien sûr, toujours vérifier l'absence de carence vitaminique avant de se lancer du coup dans une grossesse. Pour ce qui est du choix de la contraception, on va donc privilégier souvent des méthodes de contraception longue durée d'action, ce qu'on appelle les LARC. Pourquoi ? Parce que ce sont des méthodes de contraception qui ne dépendent pas de l'observance et qui ne risquent pas d'avoir une efficacité qui est diminuée, notamment par les vomissements qui vont être provoqués par ces méthodes de chirurgie bariatrique. Et puis enfin, certaines méthodes, comme le bypass, peuvent induire une malabsorption. Et dès qu'on utilise une méthode malabsorptive, eh bien, il existe un risque de diminution de toutes les méthodes de contraception qui sont utilisées par voie orale, que ce soit progestative ou œstroprogestative. Et dans ces cas-là, il faut absolument bénéficier d'une contraception extra-orale, donc type implant ou dispositif intra-utérin. Clairement, l'implant, les dispositifs intra-utérins, ce sont pour moi des méthodes de très, très bonne efficacité et particulièrement indiquées dans ce contexte. Effectivement. Et concernant l'implant, est-ce qu'il faut le retirer plus tôt chez les femmes obèses ? Alors ça, pareil, c'est une excellente question et je pense que ça mérite un petit développement pour comprendre pourquoi, pendant très longtemps en France, on était convaincu que chez une patiente obèse, il fallait changer l'implant tous les 2 ans ou tous les 2 ans et demi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les études avant commercialisation de l'implant, le laboratoire qui commercialisait ce dispositif avait identifié des ovulations itératives seulement chez des patientes obèses au cours de la 3e année. Mais attention, ils n'ont identifié que 2 ou 3 épisodes d'ovulation sur 1 an et il se trouve que c'était chez 3 patientes qui souffraient d'obésité. Et donc, ils en ont conclu, alors l'Agence européenne du médicament, à partir de ces études, en a conclu qu'il y avait un risque de baisse d'efficacité et donc ils ont décidé de proposer ce changement anticipé chez les patientes obèses. Et à l'inverse, aux États-Unis, eux, ils ont dit qu'il n'y a eu que 3 ovulations, mais aucune grossesse rapportée. La contraception progestative exerce une action certes anti-ovulatoire, mais aussi au niveau de l'endomètre et au niveau de la glaire qui est probablement, elle, maintenue. Et donc, eux, ils ont dit, et ils le disent depuis toujours, aux États-Unis, on ne change l'implant à l'étonogestrel que tous les 3 ans. Et donc, lors des recommandations pour la pratique clinique du CNGOF, on a repris toute la littérature. Aujourd'hui, il n'existe aucune donnée, et au contraire plutôt plein de données rassurantes qui confirment que l'implant reste efficace au cours de la 3e année d'utilisation, que la patiente soit en surpoids, voire obèse.
D'accord, c'est très intéressant. Et dernière question, est-ce que la contraception rend obèse? Ah, ça, c'est pareil, une super question. Aujourd'hui, beaucoup de patientes ont très peur de prendre des hormones parce que dans la presse féminine ou dans la presse grand public, on véhicule l'idée que les hormones peuvent faire grossir. Alors effectivement, un traitement hormonal, lorsqu'on l'initie, chez certaines femmes, peut, pendant le premier mois d'utilisation, diminuer un petit peu la sensation de satiété et faire que les patientes aient un petit peu plus souvent faim. Si on informe les patientes en leur disant de faire attention et de peut-être être un petit peu moins à l'écoute pendant le premier mois, en général, il n'y a pas de conséquences majeures. Et ça, il faut vraiment rassurer les femmes là-dessus. Et surtout, on a maintenant des études très bien faites, et notamment une étude américaine qui s'était intéressée aux variations pondérales chez les femmes qui initiaient une contraception hormonale. Et ce qui avait été mis en évidence, c'est que quand on prenait le groupe des femmes qui avaient un stérilet au cuivre, eh bien, on voyait que dans ce groupe de femmes, vous aviez grosso modo 40% des femmes à 1 an d'utilisation d'un stérilet au cuivre qui n'avaient pas pris de poids, qui étaient stables. Vous en aviez 30% en gros qui avaient perdu du poids et 30% qui en avaient pris. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu une prise de poids, même avec un traitement non hormonal, le stérilet au cuivre. Et quand on regarde l'évolution pondérale des femmes qui prennent une pilule œstroprogestative ou un patch ou un anneau ou une pilule progestative, on voyait effectivement que l'évolution pondérale était strictement comparable à celle qu'on observe sous un stérilet au cuivre, c'est-à-dire qu'une prise pondérale sous pilule, on peut l'observer, mais c'est probablement la prise pondérale que la patiente était destinée à avoir, indépendamment de toute prise hormonale. On va dire que ça, c'est vraiment pour l'immense majorité des femmes. Dans cette étude américaine, ils mettaient néanmoins en évidence le fait que les femmes qui utilisent un implant contraceptif avaient un tout petit peu plus de risque de prise de poids. On était à peu près sur un risque de prise de poids de 40 à 45% des femmes à 1 an d'utilisation, avec une prise de poids qui était de l'ordre de 2 à 3 kilos. Donc, ça reste des prises de poids très modérées pour l'immense majorité des femmes. Et surtout, ce n'est pas 100% des femmes qui prennent du poids avec des hormones. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure? Alors, pour conclure sur ce sujet qui est un sujet essentiel, qui intéresse beaucoup effectivement tous les professionnels de la santé de la femme, que ce soit les gynécologues obstétriciens, gynécologues médicaux, sages-femmes, médecins généralistes, endocrinologues. On sait que ces patientes représentent un pourcentage de femmes qui est extrêmement important en France et dans de nombreux pays d'Europe occidentale. Et effectivement, on doit aujourd'hui pouvoir proposer à ces femmes un choix contraceptif personnalisé qui va tenir compte d'une part des facteurs de risque cardiovasculaires de ces femmes, mais aussi, si elles n'ont pas trop de facteurs de risque, de leur choix et de ce qu'elles attendent au niveau contraceptif. Vous voyez qu'on peut globalement proposer quasiment toutes les méthodes de contraception aux patients qui souffrent d'obésité, et donc il faudra bien entendu intégrer cette demande contraceptive parfois dans d'autres problématiques gynécologiques. Est-ce qu'il y a des dysménorrhées? Est-ce qu'il y a des règles hémorragiques? Est-ce qu'il y a une hyperandrogénie? Et pour voir ainsi vraiment personnaliser la prise en charge contraceptive de ces patientes. Merci au Dr Robin et à Léa Descourvillières pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.